Élodie, tu ne peux pas passer ta vie entière entre ces murs poussiéreux. Les mots de Camille résonnaient encore dans l'esprit d'Élodie Martin, tandis qu'elle refermait délicatement l'exemplaire centenaire des Fleurs du mal de Baudelaire. La lumière dorée de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque Émile Père, caressant les rangées infinies de livres qui l'entouraient comme autant de compagnons silencieux. À 31 ans, Élodie avait trouvé sa paix dans ce sanctuaire de papier et d'encre, au cœur d'Albi. Chaque matin, elle traversait la place Sainte-Cécile, saluait les marchands qui installaient leurs étals et poussait la lourde porte de chêne de sa bibliothèque bien-aimée. Ses cheveux châtains, toujours soigneusement tressés, encadraient un visage aux traits doux que l'âge n'avait fait qu'affiner, révélant une beauté discrète que peu prenaient le temps de remarquer. « Un rendez-vous !» avait insisté Camille la veille, ses yeux verts pétillants de malice. Tu sais, ces choses qui impliquent de sortir, de parler à quelqu'un qui n'est pas mort depuis des siècles, et peut-être même de porter autre chose que tes éternels cardigans. Élodie sourit malgré elle en rangeant le précieux ouvrage. Camille Bertrand, sa meilleure amie depuis l'enfance, travaillait comme décoratrice d'intérieur à Toulouse et menait une vie que la bibliothécaire trouvait à la fois fascinante et épuisante. Elles se connaissaient depuis leurs 8 ans, quand les parents d'Élodie l'avaient envoyée passer l'été chez sa grand-mère à Albi pour la première fois. Camille habitait la maison voisine, et leur amitié était née dans le jardin parfumé de lavande de grand-mère Margot. « Élodie, ma chérie !» La voix tremblante mais encore mélodieuse de sa grand-mère l'appelait depuis l'entrée de la bibliothèque. À 86 ans, Margot Martin gardait une élégance naturelle qui forçait le respect, même si ses jambes la portaient désormais avec difficulté. « J'arrive, grand-mère !» répondit Élodie en se hâtant vers l'accueil, où l'attendait la silhouette frêle mais toujours droite de la femme qui l'avait élevée après la mort de ses parents dans un accident de voiture, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Margot l'observa avec ses yeux bleus qui semblaient encore percer tous les secrets. « Tu as l'air soucieuse, ma petite. Laisse-moi deviner. Camille t'a encore parlé de ce fameux rendez-vous ?» Élodie soupira. Dans une ville comme Albi, les nouvelles circulaient plus vite que le Mistral. Elle dit que j'ai besoin de m'ouvrir au monde. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Demanda Margot en s'installant dans le fauteuil de lecture près de la fenêtre, celui qu'Élodie gardait spécialement pour elle. Je pense que ma vie me convient très bien ainsi. Les mots sortirent plus défensifs qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai mes livres, mon travail, toi... Pourquoi compliquer les choses ? Margot hocha lentement la tête, mais ses yeux pétillaient d'une lueur complice. Tu sais, ta grand-mère n'a pas toujours été une vieille dame sage qui passe ses journées à tricoter et à regarder les informations. Cette remarque surprit Élodie. Margot parlait rarement de sa jeunesse, et jamais avec cette note d'espièglerie dans la voix. Quand j'avais ton âge, j'étais institutrice ici, à Albi, très sérieuse, très dévouée à mes élèves. Elle marqua une pause, un sourire mystérieux flottant sur ses lèvres, jusqu'au jour où un homme est entré dans ma classe pour réparer une fenêtre cassée. Il portait une salopette tachée de peinture, il avait les mains rugueuses et un sourire qui illuminait toute la pièce. Élodie s'assit sur le petit tabouret près du fauteuil, captivée. Elle n'avait jamais entendu cette histoire. « Ton grand-père ? Ton grand-père » Margot rit doucement. Si j'avais refusé de prendre un café avec lui, sous prétexte que nous venions de mondes différents, tu ne serais pas là aujourd'hui, ma chérie. Le silence s'installa entre elles, ponctué seulement par le tic-tac de l'ancienne horloge de la bibliothèque. Dehors, les cloches de la cathédrale Sainte-Cécile sonnaient 17 heures, signalant la fin d'une journée de plus dans la routine bien ordonnée d'Élodie. « Le Chêne Rouge, c'est bien ce petit bistrot près du Tarn ?» demanda finalement Margot avec un air innocent qui ne trompait personne. « Grand-mère !»« Quoi ? Je m'informe, c'est tout. » Margot se leva avec effort, s'appuyant sur sa canne sculptée. « Et puis, il paraît qu'ils font un excellent coq au vin. » Élodie la regarda s'éloigner vers la sortie, perplexe. Comment sa grand-mère connaissait-elle déjà les détails du rendez-vous que Camille avait organisé pour samedi soir ? Dans cette ville, décidément, rien ne restait secret bien longtemps. Ce soir-là, dans la cuisine de leur maison de la rue du Mûrier, Élodie préparait le dîner en silence.
La maison, héritée de plusieurs générations de la famille Martin, conservait son charme d'antan avec ses poutres apparentes et ses murs de pierre claire. Par la fenêtre, elle apercevait le petit jardin où grand-mère Margot cultivait encore ses roses et ses herbes aromatiques, même si Élodie devait désormais l'aider pour les tâches les plus pénibles. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Alors, décision prise, il s'appelle Julien, il a 36 ans, et je te jure qu'il n'est ni un psychopathe, ni un collectionneur de timbres obsessionnels. » Élodie sourit malgré elle. Camille avait le don de la faire rire, même dans ses moments de doute. Elle tapota ses doigts sur le plan de travail, observant les derniers rayons du soleil qui doraient les toits d'ardoise d'Albi. Au loin, les contours de la cathédrale se découpaient contre le ciel rosé, familier et rassurant. Peut-être que Margot avait raison, peut-être qu'il était temps de laisser entrer un peu d'imprévu dans sa vie si bien réglée. Après tout, ce n'était qu'un dîner. Qu'est-ce qui pouvait bien arriver de si extraordinaire au Chêne Rouge entre une bibliothécaire timide et un parfait inconnu? Elle ne se doutait pas encore que sa question allait trouver une réponse qui changerait le cours de son existence pour toujours. « Mon Dieu, Élodie, tu es magnifique !» Camille se tenait sur le seuil de la chambre d'Élodie, les yeux écarquillés d'admiration. Samedi soir était arrivé plus vite que prévu. Et après 3 heures d'essayage et de conseils prodigués avec l'enthousiasme d'une styliste professionnelle, son amie avait réussi l'impossible. Transformer la bibliothécaire discrète en une femme élégante et rayonnante. Élodie se contemplait dans le miroir ancien de sa coiffeuse, celui que sa grand-mère avait reçu en cadeau de mariage. La robe bleu marine que Camille avait insisté pour qu'elle achète la veille épousait parfaitement sa silhouette, révélant des courbes qu'elle cachait habituellement sous ses cardigans informes. Ses cheveux, libérés de leur tresse habituelle, tombaient en vagues souples sur ses épaules et le maquillage subtil de Camille avait fait ressortir l'éclat vert de ses yeux. « Je ne me reconnais pas », murmura-t-elle en lissant nerveusement le tissu de sa robe. « Détrompe-toi, ma chérie. Tu es exactement la même, » répondit Camille avec tendresse. « Tu es juste, toi, mais en version j'ose. Et crois-moi, ça te va à merveille. » Du rez-de-chaussée montait l'arôme délicieux du pot-au-feu que grand-mère Margot préparait pour son dîner solitaire. La vieille dame avait insisté pour qu'Élodie prenne sa soirée, allant même jusqu'à commander un taxi pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter du retour. « Tu es sûre que ça va aller ?» demanda Élodie en passant la tête par la porte de la cuisine. Margot, installée dans son fauteuil près de la fenêtre, tricotait paisiblement en écoutant France Inter. « Ma petite fille, à mon âge, on sait parfaitement se débrouiller seule. » Elle leva les yeux de son ouvrage et sourit. « D'ailleurs, Madame Dupont d'à côté doit passer prendre le thé vers 21 h. Nous avons prévu de regarder ce film avec Jean Dujardin. » Élodie hocha la tête, rassurée. Margot avait toujours eu cette capacité à organiser sa vie sociale avec une efficacité redoutable, malgré son grand âge. Le taxi klaxonna devant la maison. L'heure était venue. « Respire !» chuchota Camille en serrant brièvement la main de son ami. « Et souviens-toi, il a déjà accepté ce rendez-vous. Il a envie de te rencontrer. » Le trajet jusqu'au Chêne Rouge ne dura que 10 minutes, mais Élodie eut l'impression qu'il s'étirait à l'infini. Par la vitre du taxi, elle regardait défiler les rues familières d'Albi, la place du Vigan, avec ses platanes centenaires, les ruelles pavées du centre historique, les maisons de briques roses qui donnaient à la ville son surnom de Cité Rouge. Le restaurant se trouvait dans une ancienne maison de maître du XVIIIe siècle, au bord du Tarn. Sa façade de pierre claire et ses volets vert amande lui donnaient un charme provincial authentique. À travers les fenêtres éclairées, Élodie apercevait des silhouettes attablées, des conversations animées, des rires qui s'échappaient dans la nuit tiède de septembre. « Nous y voici, mademoiselle », annonça le chauffeur avec un sourire bienveillant. « Passez une excellente soirée. » Élodie paya la course et descendit, ses jambes légèrement tremblantes. L'air était doux, parfumé par les glycines qui grimpaient le long de la façade du restaurant. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. L'intérieur du Chêne Rouge respirait l'authenticité. Poutres apparentes, cheminées en pierre, tables en bois massif éclairées par des bougies.
Le maître d'hôtel, un homme d'une cinquantaine d'années au sourire accueillant, s'approcha immédiatement. « Mademoiselle Martin, monsieur vous attend déjà. Par ici, s'il vous plaît. » Il la guida vers une table près de la baie vitrée qui donnait sur la terrasse ombragée. Et là, se levant pour l'accueillir, se trouvait un homme qui lui coupa littéralement le souffle. Grand, élégant dans son costume sombre parfaitement coupé, il avait des cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes et des yeux d'un bleu profond qui la scrutaient avec une intensité troublante. Mais ce qui la saisit le plus, ce fut cette impression de déjà-vu, cette familiarité étrange qui la fit frissonner. « Élodie ?» Sa voix était grave, légèrement voilée. « Je suis Julien. Julien d'Aubigné !» Le nom la frappa comme un coup de tonnerre. D'Aubigné. Ce nom qu'elle avait entendu 1000 fois dans les couloirs du pensionnat Sainte-Marie de Toulouse, 15 ans plus tôt. Ce nom qui appartenait au garçon solitaire et brillant qui passait ses récréations dans la bibliothèque exactement comme elle. Julien, le mot sortit dans un souffle chargé d'incrédulité. Julien du pensionnat. Un sourire illumina le visage de l'homme, et soudain, sous les traits matures du millionnaire, elle reconnut l'adolescent de 16 ans qui lui prêtait ses livres de poésie et partageait avec elle de longues conversations sur Verlaine et Rimbaud. « Tu te souviens ?» dit-il simplement, et dans sa voix perçait une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Élodie se laissa tomber sur sa chaise, l'esprit en ébullition. Comment était-ce possible? Comment Camille avait-elle pu organiser ce rendez-vous sans savoir? Ou alors, savait-elle? Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Comment? Camille Bertrand travaille depuis 3 ans pour ma société, expliqua Julien en s'asseyant à son tour. Elle s'occupe de la décoration de nos hôtels dans la région. Quand elle m'a parlé de sa meilleure amie bibliothécaire et qu'elle a mentionné ton nom, j'ai su que c'était toi. Et tu as accepté ce rendez-vous en sachant qui j'étais. J'ai insisté pour ce rendez-vous en sachant qui tu étais, corrigea-t-il doucement. Élodie, tu crois vraiment que j'aurais pu t'oublier? La question flotta entre eux, lourde de sous-entendus et de souvenirs partagés. Élodie se rappelait parfaitement ce garçon qui l'avait marqué bien plus qu'elle ne voulait se l'avouer à l'époque. Ils avaient passé 3 mois dans le même établissement, jusqu'à ce que les parents de Julien le retirent brusquement pour l'envoyer en Suisse, dans un pensionnat plus prestigieux. « Tu as beaucoup changé », dit-elle en le détaillant discrètement. Le garçon mince et un peu maladroit était devenu un homme imposant, sûr de lui, qui irradiait une autorité naturelle. « Toi, tu n'as pas changé du tout », répondit-il avec une sincérité qui la fit rougir. Tu as toujours cette même façon de pencher la tête quand tu réfléchis, ce même petit pli entre les sourcils quand tu es concentré. Le serveur s'approcha pour prendre leur commande, brisant momentanément l'intensité de l'échange. Julien commanda une bouteille de gaillac blanc, un clin d'œil à leur région commune, et Élodie se surprit à sourire de ce détail attentionné. « Alors, dit-elle quand ils furent à nouveau seuls, Julien d'Aubigné est devenu un homme d'affaires ennuyeux qui possède trop d'hôtels et de vignobles, répondit-il avec autodérision. Et toi, Élodie Martin est devenue une bibliothécaire passionnée qui lit trop et sort trop peu, répondit-elle en écho, surprise de sa propre désinvolture. Ils éclatèrent de rire ensemble, et d'un coup, 15 années s'effacèrent. Ils étaient redevenus ces 2 adolescents complices qui trouvaient refuge dans les livres et les mots. Tu te souviens de ce poème que tu avais écrit sur les saisons qui passent? La question d'Élodie surprit Julien au moment où il portait son verre de gaillac à ses lèvres. Il resta immobile quelques secondes, comme figé par un souvenir qu'il croyait enfoui à jamais. Tu t'en souviens vraiment? Sa voix était devenue plus grave, presque incrédule. L'automne danse dans tes cheveux. L'hiver sommeille dans tes yeux. Commença-t-elle doucement, et elle vit ses joues se colorer légèrement. Tu l'avais glissé dans mon exemplaire des Contemplations de Victor Hugo. Je l'ai gardé. Le silence qui suivit fut chargé d'une émotion palpable. Autour d'eux, les conversations des autres clients du Chêne Rouge continuaient, ponctuées par le tintement discret des couverts et le murmure apaisant du Tarn qui coulait derrière les baies vitrées. « Je n'arrive pas à croire que tu aies conservé ces gribouillages d'adolescents »,
murmura Julien, en passant une main dans ses cheveux. J'étais si maladroit avec les mots à l'époque. Tu étais tout sauf maladroit, protesta Élodie avec conviction. Tes poèmes m'ont accompagné pendant des années. Ils étaient vrais, sincères. C'est rare, tu sais. Le serveur apporta leurs entrées, un foie gras aux figues pour Julien, une salade de chèvre chaud au miel de châtaignier pour Élodie. Mais ni l'un ni l'autre ne semblaient vraiment y prêter attention. Ils étaient trop occupés à redécouvrir cette complicité intellectuelle qui les avait liés 15 ans plus tôt. « Et toi, tu écris toujours ?» demanda Julien, en piquant distraitement dans son assiette. « Oh, juste des petites choses. Des nouvelles, parfois, pour les enfants de l'école primaire, quand ils viennent à la bibliothèque. » Élodie haussa les épaules avec modestie. « Rien de comparable à tes poèmes. J'aimerais les lire. » La sincérité de sa demande la toucha profondément. Dans le regard de Julien, elle retrouvait cette intensité qu'elle avait tant aimée chez l'adolescent qu'il était, cette façon de vous faire sentir que vous étiez la seule personne au monde qui comptait vraiment à cet instant. « Parle-moi de ta vie », dit-elle pour changer de sujet, soudain intimidée par cette attention soutenue. « Que s'est-il passé après ton départ du pensionnat ?» Le visage de Julien se voila légèrement. Mes parents ont estimé que Sainte-Marie n'était pas assez prestigieux pour leur fils unique. Ils m'ont envoyé en Suisse, puis en Angleterre. Oxford, évidemment. École de commerce, MBA à Londres. Le parcours classique d'un héritier. Il y avait une amertume contenue dans sa voix qui n'échappa pas à Élodie. Tu ne voulais pas reprendre l'entreprise familiale ? Ce que je voulais... Il marqua une pause, contemplant le vin doré dans son verre. Ce que je voulais... C'était étudier la littérature, devenir peut-être professeur ou écrivain. Mais Charles d'Aubigné avait d'autres projets pour son fils. Charles d'Aubigné, ce nom me dit quelque chose. Normal. Il possédait une vingtaine de châteaux viticoles dans le Bordelais, plus une chaîne d'hôtels de luxe. Julien eut un sourire sans joie. Possédait, oui. Il est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque. Ma mère l'a suivi 6 mois plus tard. Élodie tendit instinctivement la main vers la sienne, posée sur la nappe blanche. « Je suis désolé, Julien. Cela a dû être terrible. » Le contact de sa peau contre la sienne provoqua une décharge électrique qui les surprit tous les deux. Julien retourna sa main pour entrelacer leurs doigts, et ils restèrent ainsi quelques instants, unis par cette complicité retrouvée et cette peine partagée. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» reprit-il doucement. J'ai passé 15 ans à me construire contre lui, à devenir l'homme d'affaires impitoyable qu'il voulait que je sois, et maintenant qu'il n'est plus là, maintenant je me demande qui je suis vraiment. Élodie serra sa main un peu plus fort. Tu es l'homme qui se souvient encore des poèmes qu'il écrivait à 16 ans. Tu es celui qui a choisi de revenir dans le sud-ouest plutôt que de rester à Paris ou à Londres. Tu es... Elle hésita, puis continua avec courage. Tu es celui qui a accepté ce rendez-vous en sachant que tu retrouverais une simple bibliothécaire, pas une héritière ou une femme du monde. Simple ? Julien secoua la tête avec un sourire tendre. Élodie, tu n'as jamais été simple. Tu étais la fille la plus fascinante du pensionnat, celle qui lisait Proust à 15 ans et qui comprenait Mallarmé mieux que nos professeurs, celle qui... Il s'interrompit, comme s'il en avait trop dit. Celle qui quoi ? Insista-t-elle doucement. Celle dont j'étais secrètement amoureux, avoua-t-il dans un souffle. Les mots planèrent entre eux comme une révélation longtemps contenue. Élodie sentit son cœur s'emballer. Elle se souvenait de ce sentiment trouble qu'elle éprouvait en présence de Julien, cette attirance qu'elle n'avait pas su nommer à l'époque et qu'elle avait attribuée à leur passion commune pour la littérature. Julien, je sais, c'est stupide. Nous étions si jeunes. Il libéra sa main et but une gorgée de vin, comme pour se donner une contenance. Mais quand Camille m'a parlé de toi, quand elle m'a dit ton nom, tous ces souvenirs sont remontés d'un coup. Cette impression de n'avoir jamais vraiment réussi à t'oublier. Le serveur revint pour débarrasser leurs assiettes à peine entamées et apporter le plat principal. Un magret de canard aux cerises pour Julien, un pavé de saumon aux herbes pour Élodie. Mais l'appétit avait déserté leur table, remplacé par une tension émotionnelle qui rendait chaque bouchée difficile à avaler. « Et maintenant »
demanda Élodie, la voix légèrement tremblante. « Qu'est-ce que tu attends de tout ça ?» Julien posa ses couverts et la regarda droit dans les yeux. « Honnêtement, je n'en sais rien, mais pour la première fois depuis des années, j'ai envie de découvrir. » Il se pencha légèrement vers elle, et dans la lumière dorée des bougies, Élodie retrouva l'éclat particulier de ses yeux, cette nuance de bleu qu'elle avait cru perdue à jamais. « Élodie, accepterais-tu de me laisser te revoir? Pas comme ça, pas dans un restaurant, juste nous, comme avant. »« Comme avant ?» répéta-t-elle, amusée malgré l'émotion. « Tu veux dire dans une bibliothèque, en parlant de Baudelaire ?»« Exactement, » répondit-il avec ce sourire qu'elle avait tant aimé. « Sauf que cette fois, j'aimerais pouvoir t'inviter à prendre un café après, et peut-être découvrir qui est devenue la femme que j'admirais déjà tant quand elle n'était encore qu'une adolescente. » Élodie sentit ses dernières défenses s'effriter. Comment résister à cette sincérité, à cette vulnérabilité qu'il lui offrait comme un cadeau précieux? Comment dire non à cette chance inespérée de retrouver une part d'elle-même qu'elle croyait disparue? « D'accord, » murmura-t-elle, « mais à une condition. »« Laquelle? Promets-moi que tu ne chercheras pas à m'impressionner avec tout ça. » Elle fit un geste vague qui englobait son costume coûteux, sa montre de luxe, l'aura de richesse qui l'entourait. « J'ai envie de retrouver Julien, pas Monsieur d'Aubigné. »« Marché conclu, » dit-il en levant son verre. « À Julien et Élodie, version 2024. »« À Julien et Élodie, » répéta-t-elle en trinquant avec lui, sans se douter que ce simple geste venait de sceller un destin qui dépasserait tous ses rêves les plus fous. « Alors, raconte-moi tout. » Camille avait débarqué à la bibliothèque dès l'ouverture lundi matin, les yeux pétillants de curiosité et un croissant encore chaud à la main. Elle s'était installée dans le fauteuil réservé à grand-mère Margot et fixait Élodie avec l'intensité d'un journaliste d'investigation. « Il n'y a rien à raconter, » mentit Élodie, en rangeant méticuleusement les livres retournés pendant le week-end. Mais elle ne pouvait dissimuler le sourire qui flottait sur ses lèvres depuis samedi soir. « Menteuse !» s'exclama Camille. « Tu rayonnes littéralement. Et puis, j'ai reçu un texto de Julien hier soir. Un simple merci qui en disait long. Alors, dis-moi, comment s'est passé ce dîner avec mon patron ?» Élodie faillit lâcher l'exemplaire des Misérables qu'elle tenait. « Ton patron? Tu ne m'avais pas dit que tu travaillais pour lui. Techniquement, je travaille pour sa société. Mais oui, les hôtels d'Aubigné, c'est lui. » Camille haussa les épaules avec désinvolture. « Et alors, c'est un homme charmant, non ?» Camille, Élodie se tourna vers son amie, soudain soupçonneuse. « Tu savais qui il était depuis le début, n'est-ce pas? Tu savais que nous nous étions connus au pensionnat. » L'expression de Camille se fit plus sérieuse. « Oui, je le savais. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que tu aurais refusé. » répondit Camille avec une honnêteté désarmante. « Tu aurais trouvé 1000 excuses pour éviter ce rendez-vous. Et regardez-vous maintenant. » Élodie s'assit lourdement sur sa chaise de bureau. « Camille, tu te rends compte de ce que tu as fait? Cet homme il est millionnaire, il possède des châteaux, des hôtels, et moi, je suis bibliothécaire dans une petite ville du Tarn. » « Et alors ?» Camille se leva et vint poser ses mains sur les épaules de son amie. « Élodie, j'ai travaillé 3 ans avec Julien d'Aubigné. J'ai vu défiler dans son bureau des héritières, des actrices, des femmes d'affaires brillantes. Aucune n'a jamais réussi à le faire sourire comme il a souri quand il m'a parlé de toi la première fois. Il t'a parlé de moi? Il m'a dit qu'il avait connu au pensionnat une fille extraordinaire qui lisait Proust et récitait du Verlaine par cœur. Une fille dont il n'avait jamais pu oublier le rire. » Camille sourit tendrement. « Quand j'ai réalisé que cette fille, c'était ma meilleure amie, j'ai su que je devais faire quelque chose. » Avant qu'Élodie puisse répondre, la sonnette de l'entrée tinta, annonçant l'arrivée d'un visiteur. Elle leva les yeux et sentit son cœur s'emballer. Julien se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtu d'un simple jean et d'une chemise blanche, un bouquet de pivoine blanche à la main. « Bonjour », dit-il simplement, mais son regard n'était que pour Élodie. « Bonjour », balbutia-t-elle en se levant maladroitement, renversant au passage un pot à crayon. Camille observait la scène avec un sourire satisfait. « Bon,
Je vais vous laisser, annonça-t-elle en ramassant son sac. Élodie, pense à ce que je t'ai dit. Elle s'approcha de Julien et lui murmura à l'oreille « Soyez patient avec elle. Elle a du mal à croire qu'elle mérite d'être heureuse. » Une fois seule, un silence gêné s'installa. Élodie ne savait où poser son regard, partagé entre la joie de le revoir et l'appréhension que lui inspirait cette situation nouvelle. « Ces fleurs sont magnifiques, » dit-elle finalement en acceptant le bouquet. « Mes préférées, comment as-tu su? Tu en avais toujours une dans tes cheveux au pensionnat. Tu les cueillais dans le jardin du directeur, » répondit-il avec un sourire complice. Sœur Marguerite faisait semblant de ne pas voir. Cette attention aux détails, cette capacité à se souvenir de petites choses d'il y a 15 ans, touchèrent Élodie plus qu'elle ne voulait l'admettre. « J'espérais que tu accepterais de venir te promener avec moi, » dit Julien en jetant un coup d'œil au rayonnage qui l'entourait. « Je sais que tu travailles, mais il fait si beau dehors, » l'interrompit-elle impulsivement. « Et puis, Madame le comte peut très bien tenir la bibliothèque 1 heure ou 2. » Ils sortirent ensemble dans la lumière dorée de cette fin de matinée de septembre. Albi s'éveillait doucement, les commerçants ouvraient leurs boutiques, les premiers touristes de la journée photographiaient la majestueuse cathédrale Sainte-Cécile. « Où veux-tu aller » demanda Julien. « Surprise-moi » répondit-elle avec une audace qui l'étonna elle-même. Il la guida vers les berges du Tarn, là où un petit sentier ombragé longeait la rivière. Ils marchèrent d'abord en silence, savourant la fraîcheur de l'air et le murmure apaisant de l'eau. Peu à peu, la conversation reprit, naturelle et fluide. « Tu vis toujours avec ta grand-mère » demanda Julien. « Oui, elle a 86 ans maintenant, mais elle est encore très indépendante. » Élodie sourit avec tendresse. « Elle a insisté pour que j'accepte ce rendez-vous samedi. Elle dit que je passe trop de temps enfermé. Elle a raison. Et toi, tu vis où maintenant ? » « J'ai un appartement à Bordeaux, près des bureaux. Mais j'ai récemment acheté une maison ici, dans les collines au-dessus de Gaillac. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « J'avais besoin de retrouver mes racines, je crois. » Ils s'assirent sur un banc face à la rivière. Un couple de cygnes glissait majestueusement sur l'eau, suivi de près par 3 signons duveteux. « C'est paisible, » murmura Julien. « À Bordeaux, j'ai oublié ce que c'était que le silence. » Tu pourrais t'installer ici définitivement. Pourquoi pas? Les affaires, ça se gère à distance maintenant. Et puis, il hésita, puis continua. Il y a peut-être des raisons de rester. Élodie sentit ses joues s'empourprer. Elle n'était pas habituée à ce genre de sous-entendu, à cette cour délicate mais déterminée. « Julien, je dois te dire quelque chose, » dit-elle soudain. « Je n'ai pas l'habitude de ce genre de relation. » Quel genre de relation? Tu sais bien, toi et moi, nous venons de mondes différents. Tu as voyagé, tu as étudié dans les meilleures écoles, tu diriges un empire. Moi, je n'ai jamais quitté cette région. Ma plus grande aventure, c'est quand je vais faire les soldes à Toulouse. » Julien se tourna complètement vers elle et prit ses mains dans les siennes. « Élodie, regarde-moi. » Elle obéit, plongeant ses yeux verts dans le bleu intense de son regard. L'argent, les châteaux, les hôtels, tout ça, c'est un hasard de naissance. Ce n'est pas moi. Sa voix était grave, sincère. Moi, c'est celui qui écrivait des poèmes cachés, celui qui préférait la bibliothèque à la cour de récréation, celui qui rêvait de voyager, mais pour découvrir des bibliothèques et des librairies anciennes, pas des palaces. Mais ta vie maintenant, ma vie maintenant, c'est une prison dorée que j'ai acceptée par devoir. Mais avec toi, il porta ses mains à ses lèvres et y déposa un baiser délicat. Avec toi, j'ai l'impression de retrouver qui j'étais vraiment, qui je veux redevenir. Un vol d'hirondelles passa au-dessus de leur tête, annonçant l'approche de l'automne. Élodie frissonna, moins de froid que d'émotion. « J'ai peur » avoua-t-elle dans un souffle. « Moi aussi » répondit-il en se rapprochant d'elle. « Mais j'ai encore plus peur de te laisser repartir. » Il se pencha vers elle, lentement, lui laissant le temps de se dérober si elle le souhaitait. Mais Élodie n'en fit rien. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et hésitant, chargé de 15 années d'attente et de regrets. Quand ils se séparèrent, Élodie avait les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui va nous arriver » murmura-t-elle. « Je ne sais pas » répondit Julien en caressant sa joue. « Mais j'aimerais qu'on le découvre ensemble. Grand-mère,
Il vient déjeuner dimanche. Élodie avait lâché l'information d'un trait en rentrant de sa promenade avec Julien, les joues encore rosies par l'émotion de leur baiser. Margot, qui arrosait ses géraniums sur le petit balcon donnant sur la rue, se tourna avec un sourire malicieux. « Ah, et dois-je sortir la porcelaine de Limoges ?»« Grand-mère !» protesta Élodie en posant le bouquet de pivoine dans un vase en cristal. « Je suis sérieuse. Julien, c'est important pour moi. » Margot posa son arrosoir et vint s'asseoir près de sa petite fille. À 86 ans, elle avait développé une intuition redoutable pour lire dans les cœurs. « Raconte-moi », dit-elle simplement. Et Élodie raconta. Leurs retrouvailles, leurs souvenirs communs, la promenade au bord du Tarn, ce baiser qui avait tout changé. Elle parla aussi de ses peurs, de ce gouffre social qui semblait les séparer, de cette impression d'être Alice tombée dans un monde qui ne lui appartenait pas. « Tu sais ce que ton grand-père m'a dit le jour où il m'a demandé en mariage ?» demanda Margot quand Élodie eut terminé. « Non, il m'a dit, Margot, je ne suis qu'un artisan. Mes mains sont calleuses et mes économies tiennent dans une boîte à chaussures. Mais je te promets que chaque jour de notre vie ensemble, tu seras la femme la plus précieuse du monde. » Les yeux de la vieille dame se voilèrent de larmes heureuses. 43 ans de mariage, ma chérie. Et pas une seule journée où il n'a pas tenu sa promesse. Mais grand-mère, vous veniez du même milieu. Détrompe-toi. Mon père était notaire, une famille bourgeoise respectée. Le sien était menuisier, il avait grandi dans une famille ouvrière des faubourgs de Toulouse. Margot prit les mains de sa petite fille. L'amour vrai ne connaît pas les frontières sociales, Élodie. Il ne demande qu'une chose, que les deux cœurs battent au même rythme. Le dimanche arriva plus vite que prévu. Élodie avait passé la matinée à cuisiner un cassoulet, avec l'aide précieuse de sa grand-mère, qui connaissait tous les secrets de cette spécialité toulousaine. L'odeur délicieuse des haricots mijotant avec le confit de canard embaumait toute la maison. À midi précis, on sonna à la porte. Julien se tenait sur le seuil, élégant dans son pantalon de toile beige et sa chemise blanche, mais visiblement nerveux. Il tenait un bouquet de roses blanches pour Margot et une bouteille de vin de ses propres vignobles. « Madame Martin, » dit-il en s'inclinant légèrement devant Margot, « c'est un honneur de vous rencontrer. Élodie m'a tellement parlé de vous. » Margot le jaugea du regard avec cette perspicacité que l'âge avait aiguisée. « Alors, vous êtes le jeune homme qui fait battre le cœur de ma petite fille. »« Grand-mère » s'exclama Élodie, mortifiée. Mais Julien sourit, détendu pour la première fois depuis son arrivée. « J'espère en être digne, madame. »« Nous verrons, » répondit Margot avec un clin d'œil complice à Élodie. « En attendant, venez donc vous asseoir. Ce cassoulet ne va pas se manger tout seul. » Le repas se déroula dans une atmosphère chaleureuse. Julien, loin de jouer au grand seigneur, se montra curieux de tout. L'histoire de la maison, les souvenirs d'enfance d'Élodie, les recettes traditionnelles de Margot. Il parla aussi de son propre passé, de son enfance solitaire dans les châteaux familiaux, de sa nostalgie pour une simplicité qu'il n'avait jamais vraiment connue. « Votre petite fille est une femme exceptionnelle, » dit-il à Margot en aidant à débarrasser la table. « Elle ne s'en rend pas compte, mais elle éclaire tout ce qu'elle touche. »« Je sais, » répondit Margot doucement. « La question c'est, qu'êtes-vous prêt à faire pour préserver cette lumière ?» Julien s'arrêta net, frappé par la perspicacité de la question. « Tout, » répondit-il simplement. « Absolument tout. » Après le repas, Élodie et Julien partirent se promener dans les rues d'Albi. La ville baignait dans la lumière dorée de l'automne naissant, et les premières feuilles commençaient à jaunir sur les platanes de la place du Vigan. « Ta grand-mère est redoutable, » dit Julien en riant. « J'ai eu l'impression de passer un examen. Tu as réussi apparemment. Elle t'a resservi du cassoulet 2 fois. C'est un signe. » Ils marchèrent jusqu'à la voiture de Julien, une Audi discrète mais élégante. « J'aimerais te montrer quelque chose, » dit-il soudain, « si tu as le temps. »« Quoi donc ?»« Ma maison, celle de Gaillac. » Élodie hésita. S'aventurer dans l'intimité de Julien lui semblait franchir un cap important dans leur relation naissante. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais pas trop longtemps. Je ne veux pas laisser grand-mère seule toute l'après-midi. » Le trajet jusqu'à Gaillac ne prit qu'une 20aine de minutes.
Julien gara la voiture devant un portail de fer forgé qui s'ouvrait sur une allée bordée de vignes. Au bout du chemin se dressait une bâtisse de pierre claire du XVIIIe siècle, pas immense, mais d'une élégance sobre qui coupait le souffle. « C'est magnifique », murmura Élodie en descendant de voiture. « C'était une ancienne propriété viticole », expliqua Julien en ouvrant la porte d'entrée. « Les propriétaires précédents ont gardé les vignes, mais vendu la maison. Je l'ai achetée il y a 6 mois. L'intérieur était d'un goût parfait. Poutres apparentes, meubles anciens chinés avec soin, mais pas d'ostentation. Ce qui frappa le plus Élodie, ce fut la bibliothèque. Une pièce entière, du sol au plafond, remplie de livres soigneusement classés. « Mon Dieu !» souffla-t-elle en caressant le dos d'un exemplaire des Contemplations de Victor Hugo. « Tu as tout ça ?»« Ma seule vraie richesse, » répondit Julien en s'approchant d'elle. « Tout le reste, ce sont des chiffres sur un compte en banque. Mais ça, » il désigna les rangées de livres, « ça, c'est ma vraie vie. » Élodie se tourna vers lui, émue par cette vulnérabilité qu'il lui offrait. Dans cette bibliothèque, Julien n'était plus le millionnaire impressionnant, mais simplement l'homme qui partageait sa passion. « Pourquoi me montres-tu tout ça ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que je veux que tu comprennes, » répondit-il en s'approchant d'elle. « Je veux que tu vois que derrière toute cette façade, il y a juste un homme qui rêve d'une vie simple, avec quelqu'un qui partage ses goûts, ses valeurs, quelqu'un comme toi. » Il la prit dans ses bras, et cette fois, leur baiser fut moins hésitant, plus passionné. Élodie sentit ses dernières résistances s'évanouir. Comment lutter contre cette évidence qui s'imposait à elle? Cet homme l'aimait, et elle commençait à l'aimer aussi. « Julien, » murmura-t-elle contre ses lèvres, « j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ton monde. »« Mon monde !» Il rit doucement. « Élodie, c'est toi qui m'élèves vers le tien. Tu me rappelles ce qui compte vraiment. » Ils restèrent enlacés un long moment, entourés par le silence complice des milliers de livres qui les observaient. Dehors, le soleil déclinait derrière les vignes, peignant le ciel de teintes orangées. « Il faut que je rentre, » dit finalement Élodie à regret. « Grand-mère va s'inquiéter. »« Bien sûr. » Julien caressa tendrement sa joue. « Mais Élodie, accepterais-tu de revenir? Pas seulement ici, mais... »« Dans ma vie? » ?»« Oui. » répondit-elle sans hésiter, surprise par sa propre assurance. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Sur le chemin du retour, ils roulèrent en silence, main dans la main. Élodie regardait défiler le paysage familier du Tarn avec des yeux nouveaux. Pour la première fois de sa vie, l'avenir lui apparaissait plein de possibilités inattendues. « Élodie, il y a quelqu'un qui vous demande au téléphone. » Madame Lecomte, la bibliothécaire adjointe, tenait le combiné avec une expression perplexe. Cela faisait maintenant 3 semaines qu'Élodie et Julien se voyaient régulièrement, et leur bonheur discret commençait à faire jaser dans la petite ville d'Albi. « Qui est-ce » demanda Élodie en levant les yeux de l'inventaire qu'elle était en train de finaliser. « Une journaliste, Amélie Dubois, du magazine Gala. Elle dit que c'est urgent. » Le cœur d'Élodie se serra. Elle prit le téléphone d'une main tremblante. « Allô ? Mademoiselle Martin, Amélie Dubois, journaliste. Je travaille sur un article concernant Julien d'Aubigné et sa nouvelle compagne. J'aimerais recueillir votre témoignage. » La voix était professionnelle, insistante. Élodie sentit le monde basculer autour d'elle. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-elle. « Voyons, mademoiselle. Nous avons des photos de vous deux au restaurant lors de vos promenades. Le fils d'Aubigné est une personnalité publique. Ses relations amoureuses intéressent nos lecteurs. » Élodie raccrocha brutalement, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais pensé que leur histoire pourrait intéresser la presse. Pour elle, Julien était simplement l'homme qu'elle aimait, pas une célébrité. « Tout va bien, ma chère ?» s'inquiéta Madame Lecomte en voyant sa pâleur. « Oui, oui, juste une erreur. » Mais Élodie mentait. Rien n'allait plus. Cette intrusion brutale de l'extérieur dans leur bulle romantique la terrifiait. Elle comprenait soudain ce que signifiait vraiment sortir avec Julien d'Aubigné, perdre son anonymat, devenir un objet de curiosité publique. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais l'angoisse la rongeait. Vers 15 heures, son téléphone portable vibra. Un message de Julien. « Peux-tu passer à la maison ce soir ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Le ton du message l'inquiéta davantage.
Julien était-il au courant pour la journaliste? Que voulait-il lui dire de si important? En rentrant chez elle, Élodie trouva grand-mère Margot dans le salon, l'air soucieux, un exemplaire du journal local à la main. « Ma chérie, » dit la vieille dame doucement, « il faut que tu vois ça. » Elle lui tendit le journal ouvert à la page des potins locaux. Un petit article, accompagné d'une photo floue prise de loin, montrait Élodie et Julien main dans la main devant la bibliothèque. Le titre était racoleur. Le millionnaire et la bibliothécaire, une idylle surprise à Albi. « Oh non !» murmura Élodie en s'effondrant dans un fauteuil. « Comment ont-ils osé? Ce n'est qu'un petit journal local, ma chérie. Personne ne lit vraiment ça. » Mais Élodie savait que c'était faux. Dans une ville comme Albi, ce genre d'article se propageait plus vite que la grippe. Demain, tous ses collègues, tous les habitués de la bibliothèque, tous les commerçants de la ville seraient au courant. Le soir, elle se rendit chez Julien avec une boule au ventre. Il l'accueillit avec son sourire habituel, mais elle décela une tension dans son regard. « Tu as vu le journal ?» demanda-t-elle directement. « Oui. » Il soupira et la fit entrer dans le salon. « Et ce n'est que le début. J'en ai peur. Mon assistante m'a prévenu. Plusieurs magazines nationaux préparent des articles sur nous. »« Sur nous? Mais nous ne sommes personne. »« Toi, tu n'es personne. » corrigea-t-il avec amertume. « Moi, malheureusement, je suis un people, malgré moi. Héritier d'un empire, célibataire endurci qui sort enfin avec quelqu'un, c'est le genre d'histoire qui fait vendre. » Élodie s'assit lourdement sur le canapé. « Julien, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne veux pas que ma vie privée soit étalée dans les magazines. »« Je sais. » Il vint s'asseoir près d'elle et prit ses mains. « C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai une proposition à te faire. » « Laquelle? Viens vivre avec moi. Ici, ou à Bordeaux si tu préfères. Loin des regards, loin des journalistes. » Élodie le regarda, abasourdie. « Julien, nous nous connaissons depuis 3 semaines, et grand-mère, mon travail, ma vie, ta grand-mère peut venir avec nous si elle le souhaite. Quant à ton travail, tu pourrais créer ta propre bibliothèque, une fondation littéraire, tu aurais tous les moyens pour réaliser tes rêves. »« Mes rêves ?» répéta-t-elle, la voix montante. « Mais tu ne comprends pas. Mon rêve, c'est ma vie ici. C'est ma bibliothèque, mes lecteurs, mes promenades dans Albi, mes après-midi avec grand-mère. » Julien se leva, agité. « Élodie, sois réaliste. Si nous continuons comme ça, ta vie tranquille, c'est fini. Les journalistes vont camper devant chez toi, tes pieds, interroger tes voisins. Alors arrêtons, dit-elle dans un souffle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien la regarda comme si elle venait de le gifler. « Tu veux dire nous séparer? Je veux dire, peut-être que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Regarde ce qui arrive au bout de 3 semaines seulement. Imagine dans 1 an, dans 10 ans. Non ?» Il se rassit près d'elle et la prit dans ses bras. « Non, Élodie, je ne te laisserai pas partir à cause de quelques vautours de la presse. Nous trouverons une solution. »« Laquelle? Je ne sais pas encore, mais nous la trouverons. » Il caressa tendrement ses cheveux. « Je t'aime, Élodie. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que ce mot veut dire. » Ces mots qu'elle avait tant espéré entendre lui brisèrent le cœur, au lieu de la rassurer. Parce qu'elle aussi l'aimait, désespérément, et que c'était justement pour ça que cette situation était si douloureuse. « Moi aussi je t'aime, » avoua-t-elle en pleurant. « Mais l'amour suffit-il quand tout le reste nous sépare ?» Ils restèrent enlacés longtemps, conscients que leur idylle touchait à sa fin, mais incapables de lâcher prise. Dehors, les vignes de Gaillac s'étendaient à perte de vue sous le clair de lune, indifférentes aux tourments humains. « Laisse-moi quelques jours, » murmura finalement Élodie. « J'ai besoin de réfléchir. Promets-moi juste une chose, » dit Julien, en la raccompagnant à sa voiture. « Promets-moi de ne pas prendre de décision définitive sans me parler. Je te le promets. » Mais en rentrant chez elle, Élodie avait déjà pris sa décision. Elle ne supporterait pas de devenir un objet de curiosité publique. Et elle ne voulait pas non plus que Julien sacrifie sa vie d'entrepreneur pour se cacher avec elle. Il fallait qu'elle trouve le courage de le quitter avant que la situation ne devienne ingérable. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le lendemain, les choses allaient empirer au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. « Mademoiselle Martin, Mademoiselle Martin !» Élodie se figea devant la porte de la bibliothèque.
Une dizaine de journalistes et de photographes l'attendaient, appareil photo braqué, micro tendu. Elle reconnut parmi eux la femme qui l'avait appelée, la veille, Amélie Dubois. « Comment avez-vous rencontré Julien d'Aubigné? Est-il vrai que vous allez vous marier? Que ressentez-vous en passant du statut de simple bibliothécaire à celui de compagne d'un millionnaire ?» Les questions fusaient de toutes parts. Élodie, paralysée par le choc, cherchait désespérément une échappatoire. C'est alors qu'elle aperçut Madame Lecomte, qui lui faisait signe depuis la porte arrière de la bibliothèque. « Je n'ai rien à déclarer », balbutia-t-elle avant de se précipiter vers l'entrée de service. « Dépêchez-vous » chuchota Madame Lecomte, en la tirant à l'intérieur et en verrouillant rapidement la porte. « Comment ont-ils su que je travaillais ici ?» demanda Élodie, le souffle court. « Ma pauvre petite » soupira sa collègue. « Vous êtes en première page du Figaro ce matin, et de 3 autres magazines. » Elle lui tendit une pile de journaux. Élodie faillit s'évanouir en découvrant les titres, le conte de fées d'Albi, quand Cendrillon rencontre le prince, l'amour fou d'un millionnaire pour sa bibliothécaire. Les photos étaient partout, leur dîner au Chêne Rouge, leur promenade, même une prise de sa maison de la rue du Mûrier. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Grand-mère, il faut que je rentre. »« Attendez !» la retint Madame Lecomte. « Ils campent aussi devant chez vous. J'ai appelé votre grand-mère, elle va bien, mais elle ne peut pas sortir. Les voisins la gardent en sécurité. » Élodie s'effondra sur une chaise, accablée. En l'espace d'une nuit, sa vie tranquille avait basculé dans un cauchemar médiatique. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, curieux, mais aussi amis et connaissances qui voulaient savoir si c'était vrai. « Il faut que j'appelle Julien », dit-elle en composant son numéro. « Élodie !» La voix de Julien était tendue, inquiète. « Où es-tu? J'ai vu les journaux, c'est un désastre. »« Je suis à la bibliothèque, mais ils sont partout. Grand-mère est coincée chez elle, je ne peux même pas rentrer. J'arrive. Ne bouge pas, j'envoie ma voiture te chercher par l'arrière. »« Non !» s'écria-t-elle. « Si tu viens, ça ne fera qu'empirer les choses. » Élodie, je ne vais pas te laisser seule face à cette meute. S'il te plaît, Julien, laisse-moi gérer ça à ma façon. Un silence lourd s'installa sur la ligne. « D'accord, » dit-il finalement, « mais promets-moi de m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. » Après avoir raccroché, Élodie passa la matinée terrée dans la réserve de la bibliothèque, évitant les fenêtres donnant sur la rue. Madame Lecomte montait la garde, refusant l'accès aux journalistes qui tentaient d'entrer sous divers prétextes. Vers midi, son téléphone sonna. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Allô? Mademoiselle Martin? Ici, Maître Rousseau, avocat. Je représente la société d'Aubigné. Monsieur Julien souhaiterait vous proposer une protection juridique contre le harcèlement médiatique. »« Non, merci, » répondit-elle instinctivement. L'idée d'être défendue par les avocats de Julien la mettait mal à l'aise. L'après-midi apporta de nouvelles épreuves. Un journaliste particulièrement insistant réussit à joindre grand-mère Margot au téléphone. « Cette pauvre femme », raconta Madame Lecomte qui avait eu Margot au téléphone. « Il lui a demandé si vous étiez intéressé par l'argent de Monsieur d'Aubigné, si vous aviez changé depuis que vous le fréquentiez. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'il était un goujat et qu'il pouvait aller se faire voir chez les Grecs. » Madame Lecomte ne put s'empêcher de sourire. « Votre grand-mère n'a pas perdu son caractère. » Mais Élodie ne riait pas. Voir Margot mêlée à cette histoire sordide la révoltait. Sa grand-mère de 86 ans ne méritait pas d'être harcelée par des journalistes en quête de scoop. En fin d'après-midi, la situation empira encore. Un magazine People avait publié un portrait d'Élodie, rempli d'approximations et de mensonges. On la présentait comme une provinciale ambitieuse, ayant su séduire l'héritier d'Aubigné. On inventait des détails sur sa stratégie de conquête. On insinuait qu'elle avait calculé sa rencontre avec Julien. « C'est ignoble », murmura Élodie en lisant l'article sur l'ordinateur de la bibliothèque. Le coup de grâce vint vers 18h. Camille l'appela, en larmes. « Élodie, je suis désolé. Ils m'ont piégé. » « Que s'est-il passé? » « Une journaliste s'est fait passer pour une cliente. Elle m'a posé des questions sur toi et Julien. J'ai cru qu'elle était juste curieuse. » Camille sanglotait.
Elle a enregistré notre conversation. Ils vont publier demain que c'est moi qui ai organisé votre rencontre, que Julien m'avait demandé de lui présenter des femmes. Oh, Camille, ce n'est pas vrai. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Julien t'aimait déjà avant de te revoir. Je sais, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ta faute. Mais Élodie mentait. Cette nouvelle révélation, même déformée, allait jeter un doute supplémentaire sur la sincérité de leur relation. Demain, tous les lecteurs de France croiraient que Julien l'avait commandé comme on commande un objet. Le soir tombait, quand Madame Lecomte réussit enfin à organiser sa sortie discrète. Une voiture de police banalisée l'attendait dans la cour arrière de la bibliothèque. Le commissaire Durand est un ami, expliqua sa collègue. Il va vous raccompagner chez vous par un itinéraire détourné. Le trajet se fit en silence. Élodie regardait défiler les rues d'Albi, à travers les vitres teintées, sa ville natale qui lui semblait soudain hostile et dangereuse. Devant chez elle, quelques journalistes montaient encore la garde, mais la plupart étaient de partis. Le commissaire Durand la déposa discrètement dans le jardin arrière. « Courage, mademoiselle », dit-il simplement. « Ça finira par se tasser. » Élodie retrouva grand-mère Margot dans la cuisine, en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Mais elle vit bien que la vieille dame était ébranlée. « Comment ça va, grand-mère ?»« Oh, moi, tu sais... » Margot haussa les épaules avec fausse désinvolture. « J'ai connu l'occupation. » Alors quelques journalistes, mais ses mains tremblaient légèrement en versant la soupe dans les bols. « Je suis désolée, » murmura Élodie en la prenant dans ses bras. « Je suis désolée de t'avoir mêlée à tout ça. »« Ma chérie, » dit Margot en caressant ses cheveux, « tu n'y es pour rien. C'est le prix de l'amour parfois. La question c'est, cet amour en vaut-il la peine ?» Élodie ferma les yeux, épuisée. Elle connaissait déjà la réponse. Oui, Julien en valait la peine. Mais elle, était-elle prête à payer ce prix? Et surtout, avait-elle le droit d'imposer ce prix à grand-mère Margot? Cette nuit-là, elle prit sa décision définitive. Il fallait qu'elle mette fin à cette histoire avant qu'elle ne détruise tout ce qu'elle avait de précieux. « Il faut que nous parlions. » Le message d'Élodie était arrivé à 6 heures du matin. Julien, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit à cause des articles injurieux parus dans la presse, répondit immédiatement « Je viens te chercher. »« Non, retrouve-moi au jardin botanique de Gaillac, à 8 heures, et viens seul. » Le ton du message glaça Julien. Il connaissait suffisamment Élodie pour savoir qu'elle avait pris une décision, et il pressentait laquelle. Le jardin botanique de Gaillac était désert à cette heure matinale. Seuls quelques joggeurs matinaux traversaient parfois les allées ombragées. Élodie était arrivée la première et l'attendait sur un banc face au bassin aux nénuphars, là où ils avaient eu leur première vraie conversation 3 semaines plus tôt. Julien la rejoignit en silence. Elle était pâle, les traits tirés par une nuit blanche, mais d'une beauté poignante dans sa robe bleu marine simple. Il s'assit près d'elle sans un mot, respectant ce moment de grâce avant l'orage. « Tu as vu les journaux de ce matin ?» demanda-t-elle finalement. « Oui, sa voix était rauque. Mes avocats s'en occupent. Nous allons attaquer pour diffamation, pour harcèlement. »« Non, » l'interrompit-elle doucement. « Il ne faut pas. » « Comment ça, il ne faut pas? Ils mentent sur toi, ils inventent des histoires sordides. Si tu les attaques, cela ne fera qu'alimenter la polémique. » Et puis, elle prit une profonde inspiration. « Et puis, cela n'aura plus d'importance. » Julien sentit son cœur se serrer. « Élodie, qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Elle se tourna vers lui, et il vit que ses yeux verts étaient embués de larmes contenues. « Je suis en train de te dire que c'est fini, Julien. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans l'eau tranquille du bassin. Julien eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Non, » dit-il simplement. « Non, Élodie, tu ne peux pas décider ça toute seule. »« Si, je peux. » Une larme roula sur sa joue, qu'elle essuya d'un geste rageur. « Et je dois, à cause de quelques articles stupides, à cause de journalistes sans scrupules, à cause de ce que nous sommes devenus. » Sa voix se brisa. « Regarde-nous, Julien. Nous sommes en train de nous cacher dans un jardin public à 8 heures du matin pour pouvoir nous parler. Hier, grand-mère n'a pas pu sortir de chez elle. Camille pleure parce qu'elle culpabilise. Tout ça va se calmer. »
plaida-t-il en prenant ses mains dans les siennes. Dans quelques semaines, ils auront trouvé d'autres victimes. Et dans quelques mois, dans quelques années, elle libéra ses mains avec douceur. Julien, tu es un homme public. Tant que nous serons ensemble, nous serons épiés, commentés, jugés. Je ne peux pas vivre comme ça. Alors viens vivre avec moi, loin d'ici, loin des regards. Pour faire quoi? Pour devenir ta prisonnière dorée? Elle secoua la tête tristement. Ce n'est pas moi, Julien. Ce ne sera jamais moi. Il se leva brusquement, agité, et fit quelques pas vers le bassin. Un couple de canards barbotait paisiblement, indifférent au drame qui se jouait à quelques mètres. « Tu sais ce qui me tue dans tout ça ?» dit-il sans se retourner. « C'est que tu abandonnes nous, tu abandonnes l'amour, tu abandonnes la possibilité d'être heureuse, par peur. » « Ce n'est pas de la peur, » protesta-t-elle en se levant à son tour. « C'est du réalisme, c'est de la lâcheté. » Il se retourna vers elle, les yeux brillants de colère et de désespoir. « Tu préfères ta petite vie tranquille à une vie extraordinaire avec moi ?» La gifle claqua dans l'air matinal. Élodie avait frappé instinctivement, blessée par l'injustice de cette accusation. « Comment oses-tu » murmura-t-elle tremblante. « Comment oses-tu dire que je suis lâche? Tu crois que c'est facile de renoncer à l'homme que j'aime? Tu crois que c'est facile de te regarder partir ?» Julien porta la main à sa joue, plus choqué par la douleur dans la voix d'Élodie que par la gifle elle-même. « Alors pourquoi ?» supplia-t-il. « Pourquoi si tu m'aimes ?»« Parce que je t'aime !» cria-t-elle, laissant enfin exploser sa peine. « Parce que je t'aime trop pour te laisser gâcher ta vie. Tu crois que je ne vois pas ce que cette situation te fait? Tu as maigri, tu ne dors plus, tu es tendu en permanence. Je m'en fiche, tout ça n'a pas d'importance si c'est pour être avec toi. Mais moi, ça me rend malade. » Elle sanglotait maintenant, toute retenue abandonnée. « Je ne supporte pas de voir grand-mère inquiète à cause de moi. Je ne supporte pas que Camille se sente coupable. Je ne supporte pas que notre amour fasse du mal à tout le monde. » Julien s'approcha d'elle et tenta de la prendre dans ses bras, mais elle recula. « Non, dit-elle en essuyant ses larmes, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Élodie, écoute-moi. » Il parlait maintenant d'une voix calme, désespérément tendre. « Je peux changer de vie. Je peux vendre l'entreprise, devenir quelqu'un d'anonyme. Nous pouvons recommencer ailleurs, sous d'autres noms si nécessaire. Et tu finirais par me haïr, » répondit-elle avec une lucidité cruelle. « Tu finirais par me reprocher de t'avoir fait renoncer à ton héritage, à ta famille, à tout ce que tu es. Jamais. Si, Julien, un jour ou l'autre. » Elle prit son sac et se dirigea vers la sortie du jardin. « Et je ne pourrais pas le supporter. » Il la rattrapa avant qu'elle n'atteigne la grille. « Élodie, attends !» Elle se retourna une dernière fois. Sur son visage, il lut une résolution implacable, mêlée à un chagrin infini. « Je t'aime, Julien. Je t'aimerai probablement toute ma vie. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Mais parfois, aimer, c'est savoir laisser partir. Et si je refuse de partir, alors tu me forceras à déménager avec grand-mère, loin d'ici, et tu ne nous retrouveras jamais. » La menace était proférée sans agressivité, comme un constat douloureux mais inéluctable. « Tu ferais ça ?» demanda-t-il incrédule. « Pour te protéger de moi ?»« Oui. » Elle s'éloigna d'un pas ferme, sans se retourner. Julien resta planté au milieu de l'allée, regardant disparaître la silhouette de la femme qu'il aimait plus que sa propre vie. Quand elle eut franchi la grille du jardin, il s'effondra sur le banc qu'il venait de quitter. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, Julien d'Aubigné pleura. Il pleura sur leur amour brisé, sur cette injustice qui les séparait, sur sa propre impuissance face à un monde qu'il n'avait pas choisi. Il pleura sur la solitude qui l'attendait, sur cette vie dorée mais vide qui redevenait la sienne. Et surtout, il pleura sur cette femme extraordinaire qui venait de lui prouver, par son sacrifice même, qu'elle était encore plus remarquable qu'il ne l'avait cru. Au loin, les cloches de l'église de Gaillac sonnaient 9 heures. Une nouvelle journée commençait, la première d'une longue série sans Élodie. Mais Julien d'Aubigné ne savait pas encore que cette rupture, aussi déchirante soit-elle, allait le transformer radicalement et lui donner la force de devenir enfin l'homme qu'Élodie méritait. « Elle ne va pas bien, vous savez.
Camille se tenait dans le bureau parisien de Julien 3 semaines après la rupture. Elle avait pris le TGV spécialement pour cette conversation, malgré les protestations d'Élodie qui lui avaient interdit de s'en mêler. Julien leva les yeux des dossiers qu'il consultait machinalement depuis 1 heure sans rien y comprendre. Il avait maigri, ses traits s'étaient creusés et ses yeux avaient perdu cet éclat qui l'animait quand il parlait d'Élodie. « Comment va-t-elle » demanda-t-il malgré lui. « Mal. » Camille s'assit sans y être invitée. « Elle fait semblant d'aller bien, mais je la connais. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Hier, je l'ai trouvée en train de pleurer sur un livre de Verlaine. » Julien ferma les yeux. Verlaine, leur poème préféré, ceux qu'ils se récitaient au pensionnat. Et sa grand-mère? Margot s'inquiète. Elle dit qu'Élodie ressemble de plus en plus à un fantôme. Camille se pencha vers lui. « Julien, vous ne pouvez pas continuer comme ça, ni l'un ni l'autre. Que veux-tu que je fasse ?» Il se leva et marcha vers la baie vitrée qui donnait sur les Champs-Élysées. Elle a été claire. Elle ne veut plus me voir. Elle a peur. Elle croit vous protéger. Je sais. Sa voix était amère. Et c'est exactement pour ça que je ne peux rien faire. Si je la force, je détruis ce qu'il y a de plus beau chez elle, sa générosité. Camille observa cet homme brisé qui regardait Paris sans le voir. Elle avait espéré le trouver en colère, combatif. Au lieu de cela, elle découvrait quelqu'un de résigné qui se laissait mourir à petit feu. « Les journalistes ont fini par se lasser, » dit-elle pour l'encourager. « Plus personne ne parle de vous deux. Vous pourriez... » « Non. » Il se retourna vers elle. « Élodie avait raison. Tant que je serai Julien d'Aubigné, héritier et homme d'affaires, nous serons incompatibles. Notre histoire reviendra forcément sur le devant de la scène. » Alors changer. Il la regarda comme si elle venait de dire une énormité. Changer? Comment? Je ne sais pas, moi. Vendez vos entreprises. Devenez professeur de littérature. Écrivez des livres. Redevenez celui que vous étiez au pensionnat. Julien resta silencieux un long moment. Puis, lentement, un sourire étrange apparut sur son visage. « Vous savez quoi, Camille? Vous venez peut-être de me donner la meilleure idée de ma vie. » Pendant ce temps, à Albi, Élodie tentait désespérément de reprendre le cours normal de son existence. Elle se levait chaque matin, se rendait à la bibliothèque, s'occupait de ses lecteurs avec son professionnalisme habituel. Mais c'était comme si elle évoluait dans un brouillard permanent. « Mademoiselle Martin ?» Une petite voix la tira de ses pensées. Manon, 8 ans, l'une de ses fidèles lectrices, la regardait avec inquiétude. « Vous avez l'air triste. »« Ah que non, ma chérie, tout va bien. » mentit Élodie en s'agenouillant à la hauteur de l'enfant. « Tu veux que je te raconte une histoire ?»« Oh oui, celle de la princesse qui aimait les livres. » Élodie sourit malgré elle. Cette histoire, elle l'avait inventée pour Manon quelques mois plus tôt. L'histoire d'une princesse bibliothécaire qui trouvait tous ses trésors dans les livres. « Il était une fois, » commença-t-elle, « une princesse qui vivait dans un château rempli de livres. Elle était très heureuse, mais parfois elle se sentait seule. En racontant, elle ne put s'empêcher de penser à Julien, à sa bibliothèque de Gaillac, à tous ces moments de bonheur qu'ils avaient partagés. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Mademoiselle, la princesse, elle est triste ?» « Un peu, » avoua Élodie. « Mais tu sais, parfois, être triste, c'est normal. Cela veut dire qu'on a vécu quelque chose de beau. Et après, elle redevient heureuse. J'espère, ma chérie, j'espère. » Le soir, en rentrant chez elle, Élodie trouva grand-mère Margot dans le salon, tricotant devant la télévision éteinte. La vieille dame leva les yeux à son arrivée. « Ma chérie, il faut que nous parlions. »« Grand-mère, non, laisse-moi finir. » Margot posa son tricot et prit les mains de sa petite fille. « Cela fait 3 semaines que tu te fais du mal. 3 semaines que tu dépéris sous mes yeux. Je vais mieux, je t'assure. Tu mens. Et tu sais ce qui me fait le plus de peine, c'est que tu renonces au bonheur par fierté. »« Ce n'est pas de la fierté, » protesta Élodie. « C'est de l'orgueil mal placé, » coupa Margot avec une fermeté inhabituelle. « Tu as décidé que vous veniez de mondes trop différents, que c'était impossible. Mais l'amour, ma chérie, l'amour vrai trouve toujours un chemin. Ah bah pas quand il fait souffrir tout le monde. Et là, en ce moment, tu ne souffres pas. Lui, il ne souffre pas. » Margot se leva avec effort. « Élodie, j'ai 86 ans.
J'ai enterré mon mari, mes amis, mes contemporains. Tu sais ce que je regrette le plus? Ce ne sont pas les erreurs que j'ai faites, ce sont les bonheurs que j'ai refusés par peur. » Ces mots touchèrent Élodie en plein cœur. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère si véhémente. « Hein, grand-mère, les journalistes, l'exposition médiatique, balivernes. » Margot agita la main avec dédain. « Tu crois que je me soucie de ce que pensent des inconnus? La seule chose qui m'importe, c'est ton bonheur. Et ton bonheur, il a un nom, Julien. » Élodie s'effondra en larmes dans les bras de sa grand-mère. « Je l'aime tellement, » sanglota-t-elle. « Il me manque à chaque instant, mais j'ai si peur de tout gâcher. Alors laisse-lui une chance de se battre pour vous, » murmura Margot en caressant ses cheveux. « Laisse-lui une chance de prouver que votre amour peut surmonter tous les obstacles. » Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle resta à sa fenêtre, regardant les toits d'Albi sous la lune, repensant aux paroles de sa grand-mère. Peut-être avait-elle eu tort, peut-être avait-elle renoncé trop vite, mais il était trop tard maintenant. Julien avait dû reprendre sa vie, oublier cette bibliothécaire capricieuse qui l'avait repoussé. Il était probablement retourné à ses affaires, à son monde de privilégiés, loin de la petite ville d'Albi et de ses habitants ordinaires. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, Julien était dans sa maison de Gaillac, face à sa propre fenêtre, pensant exactement la même chose qu'elle. Et que, contrairement à ce qu'elle imaginait, il était en train de prendre la décision la plus importante de sa vie, une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, Élodie fut réveillée par des coups frappés à la porte. Elle descendit en robe de chambre, s'attendant à trouver le facteur ou un voisin. Sur le seuil se tenait un homme en costume sombre qu'elle ne connaissait pas. « Mademoiselle Martin, je suis maître de la Croix, notaire à Gaillac. J'ai un message à vous remettre de la part de monsieur Julien d'Aubigné. » Le cœur d'Élodie s'emballa. Elle prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Il va bien ?» demanda-t-elle malgré elle. Le notaire eut un sourire énigmatique. « Lisez d'abord, mademoiselle. Ensuite, si vous le souhaitez, j'aurai d'autres choses à vous montrer. Ma très chère Élodie, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai trouvé le courage de faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Non pas te convaincre de changer de vie pour moi, mais changer de vie pour toi. Tu avais raison. Tant que je resterai Julien d'Aubigné, l'héritier, le millionnaire, nous serions condamnés à vivre dans l'ombre des projecteurs et des jugements. Alors, j'ai pris une décision. Au moment où tu liras ces lignes, je ne serai plus propriétaire de l'empire d'Aubigné. J'ai vendu toutes les parts de l'entreprise familiale à mes associés. Les châteaux, les hôtels, les vignobles, tout a été cédé. Une partie des bénéfices ira à la création d'une fondation pour l'alphabétisation en milieu rural. Le reste me permettra de commencer une nouvelle vie. Je t'entends déjà protester, me dire que j'ai fait une folie, que je vais le regretter. Mais tu te trompes. En me libérant de ce fardeau que je portais depuis la mort de mes parents, j'ai retrouvé qui j'étais vraiment, qui je veux être. Je sais que tu ne me crois peut-être pas, que tu penses que c'est un geste impulsif que je regretterai. Alors laisse-moi te prouver ma sincérité. Je ne reviendrai pas vers toi maintenant. Je vais prendre le temps de construire cette nouvelle vie, de devenir l'homme que tu mérites. Je retourne aux études. Littérature française, comme j'en rêvais à 16 ans. Je veux devenir professeur, ou peut-être écrivain. Je veux une existence simple, loin des affaires et de l'agitation. Je veux pouvoir marcher dans la rue sans être reconnu, aimer sans être épié, être heureux sans être jugé. J'ai gardé uniquement la petite maison de Castelnau de Montmiral, celle que je t'avais montrée dans les collines au-dessus de Gaillac. J'y vis désormais, entouré de mes livres et de mes souvenirs de toi. J'écris, je lis, je redécouvre le silence et la beauté simple des choses. Élodie, je ne te demande rien. Je ne te supplie pas de revenir vers moi. Je veux juste que tu saches que s'il y a encore une chance, même infime pour notre amour, je serai là. Pas le Julien d'avant, mais celui que j'aurais toujours dû être. Si tu penses qu'il est trop tard, si tu as décidé de tourner la page, je comprendrai. Je t'aimerai de loin, en silence, et je respecterai ton choix. Mais si, au fond de ton cœur, il reste une petite flamme pour nous, alors peut-être que nous pourrons recommencer, autrement, vraiment.
Le notaire qui t'apporte cette lettre a reçu l'ordre de te montrer les documents qui prouvent ce que j'avance. Je ne veux pas que tu crois que c'est un mensonge ou une manipulation. Tout est vrai, tout est définitif. J'attendrai, pas éternellement, parce que ce serait injuste pour nous deux, mais assez longtemps pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses croire que je peux changer, pour que tu puisses peut-être me pardonner de t'avoir fait souffrir. Je t'aime, Élodie, je t'aime vraiment, profondément, sans condition. Et pour la première fois de ma vie, je suis libre de te le dire sans aucune arrière-pensée. Julien PS. J'ai trouvé dans mes affaires les poèmes que j'écrivais au pensionnat, ceux que tu aimais. J'en ai fait recopier un spécialement pour toi. Il est avec cette lettre. Élodie lut la lettre 3 fois avant d'être certaine de bien comprendre son contenu. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut s'asseoir sur les marches de l'entrée, sous le regard inquiet du notaire. « Mademoiselle, vous vous sentez bien ? Il a vraiment fait ça ?» murmura-t-elle. « Il a vraiment tout vendu ?» Maître Delacroix ouvrit sa serviette et en sortit une liasse de documents officiels. Voici les actes de vente, signés il y a 1 semaine. Voici aussi les statuts de la fondation Margot et Élodie pour l'alphabétisation rurale, créée avec une dotation de 50 millions d'euros. Margot et Élodie, il m'a dit que c'étaient les 2 femmes qui avaient le plus compté dans sa vie. Élodie sentit les larmes couler sur ses joues. Dans l'enveloppe, elle trouva aussi le poème promis, recopié de l'écriture soignée de Julien. Les saisons passent dans tes yeux, l'été danse dans tes cheveux, l'automne sommeille dans ton rire, l'hiver se cache dans tes soupirs. Mais au printemps de ton sourire, mon cœur renaît et peut rêver d'un amour simple à construire, d'un bonheur vrai à partager. C'était exactement le poème qu'il lui avait glissé dans son livre de Victor Hugo, 15 ans plus tôt. Celui qu'elle avait gardé précieusement dans son journal intime, celui qu'elle relisait dans ses moments de nostalgie. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle au notaire. « À Castelnau de Montmiral, comme il l'écrit dans sa lettre. Il a transformé le rez-de-chaussée de sa maison en bibliothèque-salon de thé. Il reçoit les enfants du village le mercredi pour leur raconter des histoires. » Cette image de Julien, entouré d'enfants, racontant des contes comme elle le faisait à la bibliothèque, acheva de bouleverser Élodie. « Il m'a chargé de vous dire autre chose, » continua le notaire. « Samedi prochain, il y aura une petite fête dans le village pour l'ouverture officielle de sa bibliothèque. Tous les habitants sont invités. Il espérait que vous pourriez venir, pas pour lui parler nécessairement, mais pour voir de vos yeux qu'il a changé. » Élodie se leva, encore chancelante sous le choc de ses révélations. « J'ai besoin de réfléchir. » Bien sûr. Le notaire lui remit une carte. « Voici l'adresse exacte et l'heure de la fête, mais n'oubliez pas, il ne vous demande rien. Il veut juste vous prouver que son amour était sincère. » Après le départ du notaire, Élodie remonta dans sa chambre et s'allongea sur son lit, la lettre contre son cœur. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Julien, sur leur relation, sur l'impossibilité de leur amour, venait de s'écrouler d'un coup. Il avait renoncé à tout, pour elle, sans rien lui demander en échange. « Ma chérie », grand-mère Margot frappa doucement à sa porte. « Je peux entrer ?» Élodie lui raconta tout, lui montra la lettre, les documents, le poème. Margot écouta en silence, un sourire de plus en plus lumineux sur son visage ridé. « Alors ?» dit-elle simplement quand Élodie eut terminé. « Qu'est-ce que tu attends ? Grand-mère, tu te rends compte de ce qu'il a fait ? Il a renoncé à des millions, à tout son héritage. Il a renoncé à une prison dorée pour retrouver sa liberté, » corrigea Margot. « Et il l'a fait par amour pour toi. À ta place, je serais déjà en route pour Castelnau de Montmiral. Mais s'il regrette, s'il change d'avis… » « Ma chérie, » dit Margot en prenant les mains de sa petite-fille, « un homme qui renonce à 50 millions d'euros par amour ne change pas d'avis comme ça. Il a prouvé ce qu'il valait. À toi maintenant de prouver ce que tu vaux. » Élodie passa le reste de la journée à marcher dans Albi, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Elle se rendit à la bibliothèque, comme si les livres pouvaient lui donner une réponse. Elle s'assit dans le fauteuil de grand-mère Margot et relut la lettre de Julien pour la 10e fois. Soudain, elle sut qu'elle l'aimait toujours, qu'elle l'aimerait toujours. Elle sut qu'il avait prouvé sa sincérité au-delà de tous ses espoirs.
Elle sut qu'elle avait été stupide d'avoir peur, stupide de fuir le bonheur par orgueil, et elle sut qu'elle ne pouvait pas attendre samedi pour le revoir. Ce soir même, elle irait à Castelnau de Montmiral. Ce soir même, elle franchirait le pas qui la séparerait de l'homme de sa vie. « Grand-mère, je peux emprunter ta voiture ?» Élodie se tenait dans l'encadrement de la porte du salon, les clés de la vieille Peugeot de Margot à la main. Il était 19 heures, le soleil commençait à décliner sur les toits d'Albi, et elle n'arrivait plus à tenir en place. À cette heure-ci, Margot leva les yeux de son tricot avec un sourire complice. « Tu ne peux pas attendre demain ?»« Non. Si j'attends, je vais perdre courage. »« Dans ce cas, vas-y, ma chérie. » Margot se leva avec effort et vint embrasser sa petite fille. « Et ramène-moi ce garçon pour le dîner. Il faut que je vérifie s'il sait toujours faire un cassoulet. » Le trajet jusqu'à Castelnau de Montmiral ne prit qu'une vingtaine de minutes, mais Élodie eut l'impression qu'il durait une éternité. Ses mains tremblaient sur le volant. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Que dirait-elle à Julien? Comment expliquerait-elle sa présence? Et s'il était trop tard, s'il avait déjà renoncé à elle? Le village médiéval de Castelnau de Montmiral se dressait sur sa colline, ses remparts et ses tours éclairées par les derniers rayons du soleil couchant. Élodie gara la voiture sur la petite place du marché et consulta l'adresse que lui avait donnée le notaire. 12 rue des Vignerons, la maison au volet bleu. Elle la trouva facilement. C'était une ancienne maison de vigneron du XVIIIe siècle, restaurée avec goût, située en contrebas du château. Les volets bleu lavande étaient ouverts, laissant filtrer une lumière douce et chaleureuse. Un petit écriteau discret indiquait « Bibliothèque du château, ouverte aux enfants le mercredi ». Élodie resta quelques instants devant la grille, hésitante. À travers la fenêtre du rez-de-chaussée, elle apercevait des rayonnages de livres, des fauteuils confortables, une grande table où étaient disposés des albums pour enfants. Et là, près de la cheminée, Julien. Il était en jean et pullover gris, bien loin de ses costumes d'homme d'affaires. Il lisait, assis dans un fauteuil de velours rouge, un chat tigré endormi sur ses genoux. Quelques cheveux gris supplémentaires parsemaient ses tempes, creusant son visage, mais il émanait de lui une sérénité qu'Élodie ne lui avait jamais vue auparavant. Elle poussa la grille et remonta l'allée pavée, le cœur battant. Elle frappa doucement à la porte-fenêtre. Julien leva les yeux de son livre et resta figé en la voyant. Le chat sauta de ses genoux, agacé d'être dérangé, tandis qu'il se levait lentement, comme s'il n'arrivait pas à croire à ce qu'il voyait. Il s'approcha de la porte-fenêtre et l'ouvrit, mais resta sur le seuil, n'osant pas faire un geste vers elle. Élodie, sa voix était rauque d'émotion. « Tu es vraiment là? J'ai reçu ta lettre, » dit-elle simplement. Ils se regardèrent un long moment en silence, séparés par quelques mètres, mais aussi par des semaines de souffrance et de malentendus. « Tu veux entrer ?» demanda-t-il finalement. Elle hocha la tête et franchit le seuil. L'intérieur était exactement comme elle l'avait imaginé, chaleureux, simple, parfumé par l'odeur du bois et des livres anciens. Sur la table basse trônait un exemplaire ouvert des Contemplations de Victor Hugo, le même qu'ils lisaient ensemble au pensionnat. « C'est magnifique », murmura-t-elle en regardant autour d'elle. « Tu as vraiment créé une bibliothèque pour les enfants du village », expliqua-t-il, visiblement nerveux. « Le mercredi après-midi et le samedi matin. Ils viennent écouter des histoires, emprunter des livres, comme moi à Albi. Comme toi, oui. » Il sourit timidement. « Tu m'as inspiré. » Élodie s'approcha de la cheminée où brûlait un feu de bois. Sur le manteau étaient disposées plusieurs photos, une de grand-mère Margot qu'elle reconnut et d'autres qu'elle ne connaissait pas. « Tes parents ?» demanda-t-elle en désignant un couple élégant sur l'une d'elles. « Oui. » Julien la rejoignit près du feu. « J'ai fait la paix avec eux, tu sais, avec leur mémoire. Je ne leur en veux plus de m'avoir imposé une vie que je ne voulais pas. Ils pensaient bien faire. Et tu ne regrettes rien ?» La question lui échappa malgré elle. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut une certitude absolue. Rien, pas un euro, pas un château, pas une minute de ma vie d'avant. Il s'approcha d'elle, mais sans la toucher encore.
Élodie, pour la première fois depuis des années, je me lève le matin en ayant envie de vivre ma journée. Je lis, j'écris, je raconte des histoires aux enfants. Je suis redevenu moi-même. Tu écris? Des nouvelles? Des contes? J'aimerais les publier un jour. Il rougit légèrement. Rien d'extraordinaire, mais... Montre-moi. Il hésita, puis se dirigea vers un secrétaire où étaient posés plusieurs manuscrits. Il en prit un et le lui tendit. « Les saisons d'Élodie », lut-elle sur la page de couverture. Elle leva les yeux vers lui, émue. « Tu as écrit sur nous, sur toi, sur nous, sur tout ce que j'ai ressenti pendant ces semaines où je t'ai perdu. » Sa voix se brisa légèrement. « C'était ma façon de te garder près de moi. » Élodie feuilleta quelques pages, reconnaissant ça et là des épisodes de leur histoire, transfigurés par l'écriture de Julien. Il avait du talent. Elle le sentait immédiatement. « Ah bah, c'est beau, » murmura-t-elle. « C'est vraiment beau. » Élodie. Il s'approcha encore, et cette fois, elle ne recula pas. « Je ne sais pas pourquoi tu es venue ce soir. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai écrit dans cette lettre est vrai. Je ne suis plus le même homme. Je le vois, » dit-elle doucement. « Et c'est pour ça que je suis là. » Il tendit la main vers elle, hésitant, et elle la prit sans hésiter cette fois. « Élodie, est-ce qu'il y a encore une chance pour nous ?» Au lieu de répondre, elle se haussa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce baiser était différent de ceux qu'ils avaient échangés avant leur rupture. Il était plus profond, plus libre, débarrassé de toutes les peurs et les contraintes qui les avaient séparés. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime comme tu es maintenant, comme tu étais avant, comme tu seras demain. Je me suis trompée, Julien. J'ai eu peur, j'ai été orgueilleuse. »« Chut !» dit-il en posant un doigt sur ses lèvres. « C'est fini tout ça, nous avons une nouvelle chance. Mais ta vie, ton sacrifice, mon sacrifice ?» Il éclata de rire, un rire joyeux qu'elle ne lui avait jamais entendu. « Élodie, renoncer à des millions pour retrouver l'amour de ma vie, ce n'est pas un sacrifice. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. » Elle rit à travers ses larmes, soulagée et heureuse comme elle ne l'avait plus été depuis des semaines. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant ?» Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans le salon bibliothèque. « Maintenant, on commence notre vraie vie, ensemble. » Dehors, les cloches de l'église de Castelnau de Montmiral sonnaient 20 heures. Une nouvelle page de leur histoire venait de s'écrire, loin des projecteurs et des jugements, dans la simplicité retrouvée d'un amour vrai. « Grand-mère, je te présente officiellement ton nouveau petit-fils. » Élodie poussa Julien dans la cuisine de la maison de la rue du Mûrier, où Margot préparait le déjeuner dominical, 3 semaines après leur retrouvaille. La vieille dame leva les yeux de sa pâte à tarte avec un sourire malicieux. « Alors, jeune homme, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier, « il paraît que vous savez faire un cassoulet ?»« J'apprends, Madame Martin, » répondit Julien en s'inclinant respectueusement. « Élodie m'a dit que vous étiez la meilleure cuisinière du Tarn. Flatteur !» Margot rit de bon cœur. « Mais puisque vous insistez, vous pouvez m'aider à éplucher les haricots. » Élodie les regardait s'affairer ensemble, émue par cette complicité naturelle qui s'était immédiatement installée entre les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. Julien avait retrouvé sa place dans leur vie quotidienne avec une facilité déconcertante, comme s'il n'avait jamais cessé d'en faire partie. Ces 3 dernières semaines avaient été les plus heureuses de sa vie. Il se voyait chaque jour, alternant entre Albi et Castelnau de Montmiral, redécouvrant l'art d'être amoureux sans contrainte ni pression extérieure. La presse les avait complètement oubliés, Julien n'étant plus une personnalité digne d'intérêt depuis qu'il avait vendu son empire. « Au fait, » dit Margot en découpant sa tarte aux pommes, « Élodie m'a dit que vous écriviez des livres maintenant ?»« Des nouvelles, pour l'instant. » Julien rougit légèrement, encore mal à l'aise avec ce nouveau statut d'auteur débutant. « J'aimerais les publier, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. »« Il a du talent, grand-mère, » intervint Élodie avec fierté. « J'ai lu tous ses textes. C'est beau, c'est émouvant. Dans ce cas, il faut persévérer, » décréta Margot. « Votre grand-père disait toujours, « Le talent sans travail, c'est comme une graine sans eau. »
Après le déjeuner, Élodie et Julien se promenèrent dans le centre d'Albi. C'était devenu leur rituel dominical, une longue marche à travers les rues de la ville, s'arrêtant pour saluer les commerçants qu'Élodie connaissait depuis l'enfance, flânant sur les marchés, découvrant ensemble les petits coins secrets de cette cité qu'ils apprenaient à partager. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit Élodie en s'arrêtant devant la cathédrale Sainte-Cécile. « C'est comme si nous n'avions jamais été séparés, comme si ces semaines terribles n'avaient été qu'un cauchemar. Peut-être qu'il fallait passer par là, réfléchit Julien en caressant sa main. Peut-être qu'il fallait que je comprenne ce qui comptait vraiment pour moi, et que tu comprennes que l'amour peut surmonter tous les obstacles. » Ils s'assirent sur un banc face à la façade gothique de la cathédrale, observant les touristes qui photographiaient les sculptures. « Julien, dit soudain Élodie, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Il se tourna vers elle, alerté par le sérieux de son ton. « Le directeur de l'Éducation nationale m'a proposé un poste, responsable du développement des bibliothèques rurales dans tout le département. »« C'est formidable !» s'exclama Julien. « Tu vas accepter ? » ?»« Je ne sais pas. » Elle hésita. « Cela signifierait beaucoup de déplacements, des responsabilités nouvelles. Et puis, j'aurai moins de temps pour nous. »« Élodie, dit-il en prenant ses mains, tu ne dois pas renoncer à tes ambitions pour moi. Jamais. Mais, écoute-moi. » Sa voix était ferme, déterminée. « J'ai renoncé à un empire qui ne me rendait pas heureux pour retrouver une vie qui me comble. Toi, on te propose d'élargir ce que tu aimes déjà faire. C'est différent. C'est une chance extraordinaire. Tu crois ? J'en suis sûr. » Et puis, il sourit mystérieusement. « J'ai moi aussi quelque chose à t'annoncer. »« Quoi donc ? Tu te souviens de Camille ? Elle m'a mis en contact avec un éditeur de Toulouse. Il veut publier mes nouvelles. »« Julien !» Élodie se jeta dans ses bras. « C'est merveilleux. Alors tu vois, nous allons tous les deux commencer une nouvelle aventure professionnelle, ensemble. » Ils rentrèrent chez Margot en fin d'après-midi, rayonnant de ces nouvelles perspectives. La vieille dame les accueillit avec du thé et des madeleines, mais elle avait dans les yeux cette lueur particulière qui annonçait qu'elle préparait quelque chose. « Mes enfants, dit-elle quand ils furent tous installés dans le salon, j'ai une proposition à vous faire. »« Laquelle, grand-mère ? Cette maison est trop grande pour moi toute seule. Et Julien, votre bibliothèque de Castelnau de Montmiral est charmante, mais un peu isolée. » Elle marqua une pause théâtrale. « Que diriez-vous si je vous offrais le rez-de-chaussée pour en faire votre lieu de travail commun ?» Élodie et Julien se regardèrent, stupéfaits. « Grand-mère, tu ne peux pas… » « Bien sûr que si. » Margot agita la main avec autorité. « Élodie, tu auras besoin d'un bureau pour ton nouveau poste. Julien, vous aurez besoin d'un endroit calme pour écrire. Et moi, j'aurai la joie de vous avoir près de moi, sans être dans vos pattes. »« Mais vos affaires, à Castelnau de Montmiral ?» demanda Julien ému par cette générosité. « Gardez la maison pour les week-ends, pour vos escapades romantiques ?» Margot éclata de rire. « À mon âge, on apprend à partager le bonheur, pas à le garder pour soi. » Ce soir-là, après le départ de Julien, Élodie aida sa grand-mère à faire la vaisselle. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» demanda-t-elle. « Transformer la maison, nous accueillir. »« Et de ma chérie, dit Margot en essuyant soigneusement une assiette. Quand j'ai épousé ton grand-père, mes parents ont trouvé 1000 raisons de s'opposer à notre union. Différences sociales, manque d'argent, que sais-je encore. Et alors ? Alors nous avons vécu 43 ans de bonheur parfait malgré toutes leurs prédictions catastrophiques. » Elle posa l'assiette et se tourna vers sa petite fille. « L'amour vrai est rare, Élodie. Quand on a la chance de le rencontrer, il faut tout faire pour le protéger et le nourrir. Et si nous échouons, si nous n'arrivons pas à construire quelque chose de durable, alors, au moins, vous aurez essayé. » Margot caressa tendrement la joue d'Élodie. « Mais regardez-vous, lui qui a tout quitté pour devenir l'homme que tu mérites, toi qui as surmonté tes peurs pour aller le retrouver, 2 personnes capables de tels sacrifices par amour ne peuvent pas échouer. » Cette nuit-là, Élodie s'endormit en pensant aux mots de sa grand-mère. Demain, elle appellerait le directeur de l'Éducation nationale pour accepter le poste. Demain, elle commencerait à aménager leur futur bureau commun.
Demain, elle écrirait une nouvelle page de leur histoire, celle où l'amour et l'ambition professionnelle se nourriraient mutuellement au lieu de s'opposer. Pour la première fois de sa vie, l'avenir lui apparaissait non plus comme une succession de jours identiques, mais comme une aventure passionnante à vivre à deux. « Élodie, tu peux venir une minute ?» 6 mois s'étaient écoulés depuis leur retrouvaille et la vie avait pris un rythme paisible et épanouissant. Le rez-de-chaussée de la maison de la rue du Mûrier s'était transformé en un double bureau parfaitement agencé. D'un côté, l'espace de travail d'Élodie, avec ses dossiers sur les bibliothèques rurales, ses cartes du département, ses projets de développement. De l'autre, le coin écriture de Julien avec sa machine à écrire vintage, ses manuscrits et ses dictionnaires. Ce matin de mai, Élodie était plongée dans la préparation d'une présentation importante pour le conseil départemental quand Julien l'appela depuis son bureau. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en levant les yeux de ses documents. « Tu as un problème avec ton chapitre ?» Julien travaillait sur son premier roman, inspiré de leur histoire, mais transposé dans l'Albi du XIXe siècle. L'éditeur toulousain était enthousiaste et parlait déjà d'une sortie prévue pour l'automne. Non, ce n'est pas ça. Il se leva et vint vers elle, une expression étrange sur le visage, mélange de nervosité et d'excitation. « J'ai reçu un coup de téléphone. »« De qui ?»« Du maire de Castelnau de Montmiral. » Élodie fronça les sourcils. Depuis qu'ils avaient installé leur bureau commun chez Margot, ils ne se rendaient plus qu'occasionnellement dans la maison des collines, principalement le week-end, pour s'isoler et profiter du calme des vignes. « Il veut quoi ?» Il m'a proposé quelque chose d'inattendu. Julien s'assit sur le bord de son bureau. Le village va créer une école littéraire itinérante pour les enfants des hameaux isolés. Il cherche quelqu'un pour la diriger. C'est formidable. Tu vas accepter? Ça dépend. Julien prit ses mains. Ils veulent que ce soit un projet de couple, le directeur et la directrice. Ils ont pensé à nous deux. Élodie resta bouche bée. À nous deux? Mais j'ai mon poste, mes responsabilités. Je sais, et c'est exactement pour ça qu'ils nous veulent. Tu connais les besoins des bibliothèques rurales, moi je connais maintenant les enfants et leur goût littéraire. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose d'unique. Julien, c'est tentant, mais réfléchis. Une bibliothèque mobile, des ateliers d'écriture dans les fermes isolées, des spectacles de contes dans les villages. Nous pourrions vraiment faire la différence pour ces enfants qui n'ont pas accès à la culture. Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. L'idée était séduisante, révolutionnaire même. Mais abandonner son poste actuel lui semblait un sacrifice énorme. Et financièrement? C'est là que ça devient intéressant. Julien sortit un document de sa poche. Le projet serait financé en partie par la région, en partie par la Fondation Margot et Élodie. Ta fondation? Notre fondation. J'ai pensé que c'était exactement le genre de projet pour lequel elle avait été créée. Élodie parcourut le document, de plus en plus enthousiasmée par ce qu'elle lisait. Le projet était ambitieux, novateur, parfaitement en phase avec ses convictions. « Il faudrait qu'on en parle à grand-mère », dit-elle finalement. « Si on accepte, on ne pourrait plus vivre ici en permanence. Justement, j'ai une autre nouvelle à t'annoncer. » « Laquelle ?» « Margot a appelé ce matin pendant que tu étais sous la douche. » Julien sourit mystérieusement. « Elle a dit qu'il était temps que nous ayons notre propre nid et qu'elle avait une surprise pour nous. » Avant qu'Élodie puisse répondre, la voix de Margot résonna depuis l'étage. « Les enfants, vous pouvez monter, j'ai quelque chose à vous montrer. » Ils montèrent au premier étage, où Margot les attendait devant la porte de son ancienne chambre matrimoniale, celle qu'elle n'utilisait plus depuis la mort de son mari et qu'elle gardait fermée par pudeur. « Grand-mère » dit Élodie, intriguée. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ouvre cette pièce. » Margot tourna lentement la clé. « Et il est temps qu'elle retrouve sa vocation. » Elle poussa la porte, révélant une grande chambre baignée de lumière, avec un lit à baldaquin, une coiffeuse ancienne et une vue splendide sur les toits d'Albi. « Grand-mère » Élodie avait les larmes aux yeux. « Cette chambre a abrité 50 ans d'amour entre ton grand-père et moi. » Margot caressa tendrement le montant du lit. « Elle a le droit de recommencer à abriter l'amour. Mais ton intimité... » « Ah, ma chérie, à 86 ans, mon intimité se résume à mes tisanes du soir et mes feuilletons télévisés.
Margot éclata de rire. Et puis, si vous acceptez ce projet à Castelnau de Montmiral, vous ne serez là qu'une partie de la semaine. Julien s'approcha de la fenêtre et contempla la vue sur la cathédrale. « Madame Martin, dit-il avec émotion, vous êtes la grand-mère que j'aurais rêvé d'avoir. Et vous êtes le petit-fils que le ciel m'a enfin envoyé, répondit Margot en lui tapotant affectueusement l'épaule. Maintenant, expliquez-moi ce projet qui vous rend tous les deux si fébriles. Ils passèrent l'après-midi à détailler le projet d'école littéraire itinérante. Margot écouta avec attention, posant des questions pertinentes, suggérant des améliorations, s'enthousiasmant pour cette aventure qui permettrait à ses enfants de s'épanouir professionnellement tout en restant près d'elle. « C'est décidé, déclara-t-elle finalement. Vous acceptez, grand-mère, ce n'est pas si simple. Si, c'est simple. Margot se leva et alla chercher quelque chose dans le secrétaire de la chambre. D'ailleurs, j'ai autre chose pour vous. Elle revint avec une petite boîte de velours bleu qu'Élodie reconnut immédiatement, l'écrin de la bague de fiançailles de sa grand-mère. « Grand-mère ! Julien !» dit Margot en tendant la boîte au jeune homme médusé, « cette bague a porté bonheur à 3 générations de femmes Martin. Il serait temps qu'elle serve à nouveau. » Julien prit la boîte d'une main tremblante, comprenant soudain où Margot voulait en venir. « Madame Martin, je n'avais pas prévu... Je veux dire, pas maintenant, pas comme ça. Mon garçon, dit Margot avec un sourire tendre, vous aimez ma petite fille à la folie, elle vous aime de même, vous allez commencer ensemble une nouvelle aventure professionnelle et personnelle. Qu'attendez-vous » Élodie regardait la scène, partagée entre l'émotion et l'incrédulité. Tout s'enchaînait si vite. Julien ouvrit lentement l'écrin, révélant un solitaire ancien d'une beauté simple et élégante. Puis, sans réfléchir davantage, il mit un genou à terre devant Élodie. « Élodie Martin, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous partager cette nouvelle aventure avec moi? Voulez-vous être ma femme, mon associé, mon amour pour la vie ?» Les larmes coulaient librement sur les joues d'Élodie. 6 mois plus tôt, elle était une bibliothécaire célibataire qui redoutait un simple rendez-vous. Aujourd'hui, l'homme de sa vie lui proposait le mariage et un projet professionnel extraordinaire. « Oui, murmura-t-elle. Oui, à tout. Oui, pour toujours. » Julien glissa la bague au doigt d'Élodie sous le regard attendri de Margot. Puis il se releva et la prit dans ses bras, sous les applaudissements de la vieille dame. « Maintenant, déclara Margot avec satisfaction, nous avons un mariage à organiser. Mesdames et messieurs, je déclare unis par les liens du mariage Julien Michel d'Aubigné et Élodie Catherine Martin. » La voix du maire de Castelnau de Montmiral résonna dans les jardins de la prairie de l'ancienne abbaye où s'étaient rassemblés une centaine d'invités par cette radieuse journée de septembre. Sous l'arche de glycine blanche et de roses anciennes, Élodie et Julien s'embrassèrent tendrement, officiellement mari et femme, sous les applaudissements émus de leurs proches. Élodie était resplendissante dans la robe de soie ivoire que Camille avait dessinée spécialement pour elle, simple et élégante, ornée de petites perles nacrées, avec un voile de tulle retenu par un diadème discret qui avait appartenu à sa grand-mère. Julien, en costume gris anthracite, rayonnait d'un bonheur qui illuminait tout son visage. Au premier rang, grand-mère Margot essuyait discrètement ses larmes de joie. À 86 ans, elle avait tenu à organiser ce mariage dans les moindres détails, refusant toute aide extérieure. « C'est ma dernière grande fête », avait-elle déclaré. « Je veux qu'elle soit parfaite. »« Tu es magnifique », murmura Julien à l'oreille de sa femme, tandis qu'il remontait l'allée sous une pluie de pétales de roses lancés par les enfants du village. « Nous sommes magnifiques », corrigea-t-elle en serrant sa main. « Regarde comme tout le monde sourit. » Effectivement, l'assemblée était radieuse. Camille, témoin d'Élodie, pleurait de bonheur en tenant le bras de son fiancé, un architecte toulousain qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt. Maître Delacroix, le notaire devenu ami, conversait avec Madame le Comte et plusieurs habitués de la bibliothèque d'Albi. Les enfants de Castelnau de Montmiral couraient entre les tables, excités par cette fête qui célébrait leur conteur préféré. Car en 6 mois, Élodie et Julien étaient devenus les figures emblématiques de leur école littéraire itinérante.
Leur bibliothèque mobile sillonnait les routes du Tarn 3 jours par semaine, apportant livres et histoires dans les fermes isolées, les petits villages oubliés, les hameaux perdus dans les collines. Le succès avait dépassé toutes leurs espérances. « Chers amis », prit la parole Julien quand les invités furent installés pour le dîner. « Élodie et moi tenions à vous remercier d'être venus partager ce jour si important pour nous. Il y a 1 an, continua Élodie, j'étais une bibliothécaire timide qui refusait les rendez-vous amoureux. Julien était un homme d'affaires prisonnier d'une vie qui ne lui correspondait pas. D'aujourd'hui, reprit Julien, nous sommes 2 enseignants itinérants, 2 conteurs, 2 amoureux qui ont trouvé leur voie ensemble. Et tout ça, dit Élodie en se tournant vers Margot, grâce à une grand-mère extraordinaire qui n'a jamais cessé de croire à l'amour. Margot se leva avec difficulté, aidée par Camille, et leva son verre de champagne d'une main tremblante mais déterminée. « Mes enfants, dit-elle d'une voix émue, votre grand-père et moi avons vécu 43 ans de bonheur. En vous regardant, je sais que vous en vivrez au moins autant, parce que vous avez compris l'essentiel. L'amour vrai grandit dans la simplicité, s'épanouit dans le partage et se nourrit de projets communs. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Élodie, ma chérie, tu as trouvé un homme qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce qu'il voudrait que tu deviennes. Julien, mon garçon, vous avez trouvé une femme qui vous a révélé à vous-même. Gardez précieusement ce trésor. »« À Élodie et Julien !» cria quelqu'un dans l'assemblée. « À Élodie et Julien !» reprirent en chœur tous les invités. La soirée se poursuivit dans la joie et l'émotion. Un petit orchestre de jazz joua les standards que Margot adorait et les mariés ouvrirent le bal sur La vie en rose, sous les étoiles naissantes du Tarn. « Tu sais à quoi je pense ?» murmura Élodie en dansant dans les bras de son mari. « À notre première danse, aux chênes rouges. Non, je pense à cette petite fille de 8 ans qui passait ses étés chez sa grand-mère et qui rêvait de vivre dans un conte de fées. Et alors elle a grandi, elle est devenue bibliothécaire, elle a failli passer à côté de l'amour de sa vie par timidité. » Élodie sourit. Mais finalement, son conte de fées est arrivé. Juste 23 ans plus tard que prévu. Julien rit et la fit tournoyer sous la lumière douce des guirlandes. « Notre conte de fées, corrigea-t-il, parce que moi aussi j'ai attendu longtemps. Depuis mes 16 ans, en fait. Tu crois qu'on va être heureux ? Regarde autour de toi, dit-il en désignant leurs invités qui dansaient, riaient, célébraient leur union. Nous sommes déjà heureux. Vers minuit, les mariés prirent congé de leurs invités. Ils devaient partir le lendemain pour leur voyage de noces, 1 mois en Toscane, dans une petite villa prêtée par un ami éditeur de Julien. 1 mois à découvrir les bibliothèques italiennes, à visiter les villages perchés, à écrire et à rêver ensemble. « Grand-mère, » dit Élodie en embrassant Margot, « tu es sûre que ça va aller? Tu ne veux vraiment pas que Camille reste avec toi pendant notre absence? Ma chérie, j'ai survécu à 86 années d'existence. Je pense pouvoir me débrouiller 1 mois de plus. » Margot rit, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Partez tranquille, amusez-vous, faites-moi de beaux souvenirs. Et surtout, ajouta-t-elle avec un clin d'œil complice, faites-moi un arrière-petit-fils. Il est temps que cette maison entende à nouveau des rires d'enfants. »« Grand-mère !» protesta Élodie en rougissant. Mais Julien éclata de rire. « Promis, Madame Martin, nous ferons de notre mieux. » Le lendemain matin, en partant pour l'aéroport de Toulouse, Élodie et Julien firent un détour par Albi. Ils voulaient passer devant la bibliothèque Émile Père, là où tout avait vraiment commencé. « Tu te rends compte ?» dit Élodie en regardant la façade familière. « C'est ici que Camille est venue me chercher pour ce fameux rendez-vous. Si j'avais su, si tu avais su quoi, que ce simple dîner allait changer ma vie pour toujours. » Julien gara la voiture et prit les mains de sa femme. « Élodie d'Aubigné, » dit-il solennellement, « je te promets que chaque jour de notre mariage sera aussi beau que ce premier rendez-vous. Même quand nous serons vieux et grognons ?» Surtout quand nous serons vieux et grognons. Ils s'embrassèrent une dernière fois devant la bibliothèque, puis reprirent la route vers leur nouvelle vie. 5 ans plus tard, Élodie poussait un landau dans les rues d'Albi, accompagnée de Julien qui portait sur ses épaules leur fils de 3 ans, le petit Théodore aux yeux verts de sa mère et aux cheveux bruns de son père.
Margot, nonagénaire mais toujours alerte, marchait à leur côté, s'appuyant sur sa canne sculptée et racontant des histoires à son arrière-petit-fils. Leur école littéraire itinérante était devenue un modèle, reproduit dans plusieurs départements français. Julien avait publié 3 romans, salués par la critique, et Élodie dirigeait maintenant un réseau de bibliothèques rurales dans tout le sud-ouest. Et chaque soir, en rentrant dans leur maison de la rue du Mûrier, ils s'émerveillaient encore de leur bonheur simple, celui d'un couple qui s'aimait vraiment, qui avait su surmonter les obstacles, qui construisait chaque jour un peu plus leur conte de fées moderne. Car Élodie n'avait finalement voulu qu'un simple rendez-vous. Mais elle avait trouvé l'amour de sa vie.